Nous allons entendre maintenant M. David Zivie. Comme vous savez, c'est lui qui est l'auteur d'un rapport très important sur cette question pour la France. Il est haut fonctionnaire au ministère de la Culture, titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine, diplômé de Sciences Po, ancien élève de l'ENA. Il a été directeur adjoint de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et il est conseiller chargé du patrimoine et de l'architecture au cabinet du ministre de la Culture. Il a été chez Fleur Pellerin, puis chez Audrey Azoulay. Et il est chargé d'une mission et auteur d'un rapport sur les biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le rapport dont je parlais, et il est depuis mai 2019 responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me suis aperçu que je crois que parmi tous les interlocuteurs de la journée, je suis celui qui est arrivé le plus récemment dans ce sujet. Et donc, je me demande, voilà, si, sans doute d'autres personnes sont plus légitimes pour parler du travail du ministère de la Culture. Néanmoins, voilà, c'est aujourd'hui ma fonction que d'être responsable de ce nouveau service, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Et en même temps, il me revient de parler des évolutions de la CIVS, sans être membre de la CIVS, donc. Et j'essaierai de le faire du mieux possible, mais je crois que c'est aussi assez logique, puisque vous allez le voir, nous travaillons vraiment en permanence ensemble. Nous sommes des partenaires quotidiens dans la nouvelle procédure d'examen, de traitement des biens culturels spoliés. Peut-être, ça a été dit plusieurs fois. Je vais juste revenir sur ce dont on parle en parlant de biens culturels spoliés. Et je rappelle, ça a été beaucoup dit ce matin à très juste titre, on a dit il y a d'autres choses. Et la CIVS travaille d'abord sur autre chose que les biens culturels spoliés. Seulement 10% des dossiers de la CIVS concernent les biens culturels spoliés. Et je crois que M. Bernard, vous disiez ce matin, ça n'est pas essentiel, mais l'essentiel n'est pas tout. Donc au ministère de la Culture, on s'intéresse aux objets culturels. Et donc c'est normal aussi que nous nous en occupions, sans oublier le contexte général qui a été rappelé à plusieurs reprises ce matin. Donc les biens culturels spoliés, je ne reviens pas non plus sur les types de spoliation, on peut parler vocabulaire, il y a le pillage, le vol pur et simple, et il y a les ventes d'arianisation organisées par la législation de Vichy, et il y a les ventes, on vient d'en parler, les ventes forcées et des situations compliquées à définir. Ensuite, dans les œuvres les biens culturels, il y a deux grandes catégories. On a évoqué quelques chiffres. Il y a les œuvres qui ne sont pas localisées, qui ont disparu, qui sont en main privée, qui sont sur le marché de l'art, qui réapparaissent régulièrement. Et donc, nous parlions de 100 000 œuvres, chiffre sans doute sous-estimé, rappelé Inès Rothermund-Renard, et il y en a au moins 40 000 sans doute qui n'ont pas été retrouvées. Et puis, il y a les œuvres qui sont dans les institutions publiques. Et c'est évidemment aussi celle-là qui nous intéresse davantage au ministère de la Culture et dans les différents pays. Donc vous avez évidemment les fameux MNR, les musées nationaux récupération, donc je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé, simplement pour souligner qu'ils n'appartiennent pas aux collections publiques, comme on l'a dit, et pour souligner aussi le fait, on l'oublie un peu, que tous les MNR ne sont pas des objets spoliés. Une grande partie d'entre eux le sont, mais tous ne le sont pas parce que les Français ont ramené en France, après la guerre, des objets qui venaient de France et qui avaient été achetés par des gens, évidemment en général pas recommandables, mais à des gens qui n'étaient pas les persécutés. Et même dans les premiers propriétaires au début de la guerre n'étaient pas eux-mêmes persécutés. Donc il y a beaucoup de MNR évidemment qui sont spoliés, c'est ceux qui sont restitués. Il y en a un certain nombre qui ne le sont pas. Ensuite, on n'en parle pas beaucoup, il y a au moins 15 000 livres de statut équivalent qui sont dans les bibliothèques publiques nationales ou de collectivités territoriales qui ont été répartis après la guerre, comme les MNR, dans les bibliothèques. Et un grand travail est effectué aujourd'hui pour essayer de les réidentifier, car on les a en effet beaucoup perdus de vue pendant un certain nombre d'années. Et puis, ça ne marche plus, j'y arrive plus, pardon.
Je dois viser par là. Voilà. Un nombre, et ça on en a parlé et c'est important, il y a un nombre inconnu d'œuvres qui sont entrées dans les collections nationales ou dans les collections publiques des collectivités territoriales. Et pendant la guerre, mais surtout depuis la guerre, pendant toute la durée qui nous sépare du conflit, qui sont entrées dans les collections et qui sont normalement inaliénables. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Comment faire sortir les œuvres spoliées, reconnues comme spoliées, des collections publiques, puisque le droit les protège. Évidemment, on ne sait pas combien elles sont. Il ne faut pas soupçonner l'ensemble des œuvres et des acquisitions faites par les musées depuis la guerre, bien évidemment, mais c'est le nouvel enjeu pour nous tous. Et donc, pour résumer, voilà. Je rappelle, tous les MNR donc, ne sont pas spoliés et tous les biens spoliés ne sont pas des MNR, pour que ce soit bien clair. Ensuite, pourquoi sommes-nous là? Parce que avec quelques personnes, nous avons fait un certain nombre d'analyses, des constats sur la situation telle qu'elle était ces dernières années. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur Spire, j'ai été chargé de un peu faire l'état des lieux par Audrey Azoulay, et j'ai pris la suite de travaux qui avaient déjà été menés par des parlementaires notamment, et nous avons constaté un certain nombre de choses. Ça a été évoqué, beaucoup d'évolutions positives depuis 20 ans, depuis la création de la mission Matteoli et de la commission, avec notamment la prise de conscience de l'enjeu et de l'importance de ce sujet, et avec également, cela a été dit, avec le lancement de la recherche dite proactive sur les MNR, c'est-à-dire le passage en revue des œuvres MNR pour essayer de comprendre qui étaient les propriétaires pendant la guerre, essayer de trouver leurs ayants droit aujourd'hui sans attendre des requêtes des familles. Donc c'était un mouvement qui a été lancé par Aurélie Filippetti et sur la proposition, je crois, de la CIVS et notamment de M. Badi. Et donc, évidemment, autre point positif, c'est que, ça a été dit par Inès Rothermund-Reinhardt tout à l'heure, il y a une augmentation des restitutions, puisque ce sont les chiffres, j'y reviens pas plus, c'est assez peu lisible, mais que donnait Inès Rothermund-Reinhardt tout à l'heure. C'est 1951 ici, l'unité, si vous la voyez mal, c'est 14, enfin chaque ligne c'est 2 unités, donc il y avait une dizaine de restitutions après les 45 000 de l'après-guerre, quasiment plus rien, une de temps en temps pendant 40 ans, et puis une augmentation depuis le milieu des années 90. Et la dernière colonne est l'année 2018. Et en 2019, l'échelle changera un petit peu, puisque nous devons, d'ici la fin de l'année, restituer 3 dizaines d'œuvres. Je le dis d'autant volontiers, d'autant plus que je n'y suis pour rien, et que c'est le fruit du travail du ministère et de quelques conservateurs dans les musées qui portent ses fruits maintenant. Alors, évidemment, il y a aussi un côté moins positif. Un certain nombre de critiques a été portées régulièrement. D'une part, le manque de moyens et le manque d'acteurs, et surtout la dispersion des acteurs entre plusieurs structures, la CIVS, le ministère, quelques musées. Et donc, on manquait également de visibilité. Cette politique qui a commencé à être menée ces dernières années manquait de visibilité, et donc alimentait aussi un peu la critique, ce qui était assez logique. Et puis, nous avions plusieurs procédures. Ah, évidemment, je suis désolé, les carrés apparaissaient bien sur l'ordinateur. Là, ça a un peu sauté. Mais il y avait plusieurs procédures. C'est-à-dire que vous pouviez, étant une famille, vous adresser soit à la CIVS, avec une décision du Premier ministre, soit au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères. Et les deux processus ne se croisaient pas, même si, évidemment, il y a des liens, mais les autorités prenant les décisions n'étaient pas les mêmes, et ce n'était sans doute pas très logique et explicable pour les familles. Et donc, ce manque de moyens, ce manque de visibilité, cette différence dans les procédures a alimenté un certain manque de confiance qui a été évoqué aussi plusieurs fois ce matin. Et c'est pour cela qu'après un certain nombre de discussions interministérielles, l'autorité politique aussi s'est ressaisie, et toujours au niveau du Premier ministre, s'est ressaisie de la question. Premier ministre avec le ministre de la Culture, évidemment, et donc Premier ministre qui en juillet 2018 a annoncé un certain nombre de changements, avec 3 textes à la clé, un décret modifiant la CIVS, un décret modifiant l'organisation du ministère de la Culture, avec un petit arrêté qui l'accompagnait.
Car de quoi s'agit-il ? Il s'agit de donner de nouvelles compétences ou d'élargir les compétences de la CIVS, cela a été dit, de lui permettre de s'autosaisir en matière de biens culturels, avec la différence je pense, sur laquelle on peut s'interroger tout, ce qui a été évoqué par M. Bernard ce matin, c'est-à-dire que la CIVS peut s'autosaisir sur les biens culturels, mais pas sur le reste. Il y a aussi des raisons à cela, sans doute parce que les œuvres sont là et qu'elles peuvent être directement restituées, mais c'est une question qui reste pendante d'une certaine façon. Il y a également 4 personnalités qualifiées supplémentaires qui sont venues qui sont entrés à la commission. Cela a été dit ce matin, ils sont présents ici, je n'ai pas le temps de les citer tous, enfin si je le fais, Claire Andrieux, Inès Rotermund-Renard, justement, Dominique Ribert et Xavier Perrault. Et désormais, la CIVS examine l'ensemble des dossiers de biens culturels, elle voit arriver l'ensemble des dossiers, qu'il s'agisse d'indemnisation pour des œuvres d'art qui ont disparu ou des restitutions. Et de l'autre côté, avec la CIVS et créer donc au ministère de la Culture cette nouvelle structure, la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, qui doit donner un peu plus d'unité donc à ce travail un peu dispersé, qui doit permettre de regrouper les moyens et de donner une visibilité plus grande à cette politique. Elle est rattachée au secrétariat général du ministère, qui est un service transversal qui est compétent, enfin, qui peut travailler avec le service compétent pour les musées, avec le service compétent pour les bibliothèques. Cette mission qui se met en place, on va dépasser le moment du démarrage de la mission, puisque ça fait déjà quelques mois depuis l'été, va se doter de moyens de recherche nouveaux pour justement compléter les recherches et notamment lancer les recherches dans les collections nationales. Et donc la procédure a changé. Il y a une nouvelle procédure pour l'examen des biens culturels spoliés, avec, alors évidemment là aussi les schémas, désolé pour le manque de cadres qui ont disparu. Aujourd'hui, désormais, les requérants peuvent s'adresser à la fois à la CIVS ou au ministère de la Culture. Ça ne change rien, puisque après, alors, bon, évidemment, tout cela avait un sens si on voyait bien les cases. Il y a ouverture d'un dossier dans tous les cas. Donc, vous pouvez, il y a beaucoup de représentants ici, de familles, des avocats et des chercheurs, vous pouvez déposer un dossier à l'un ou l'autre des guichets, il arrivera. Et ensuite, la nouveauté, c'est donc que les dossiers sont préparés, instruits dans une première instruction par le ministère de la Culture, par cette mission dont la plupart des membres sont là aujourd'hui, avant d'être transmis à la CIVS qui, selon sa procédure classique d'examen du dossier par un magistrat rapporteur, va s'adresser à la famille et va passer le dossier devant le collège pour ensuite une recommandation donnée au Premier ministre. C'est le changement important. Cela veut dire que nous séparons, l'instruction au ministère de la Culture de la décision au niveau du Premier ministre. Et nous espérons aussi répondre de cette façon-là à un certain nombre de critiques qui étaient portées contre l'institution du ministère de la Culture notamment. Combien même elles ont pu être justes et combien même aussi elles peuvent paraître aussi un peu injustes pour ces dernières années. Voilà, il y a toutes sortes d'opinions dans la salle, je le sais, mais je l'évoque néanmoins. Cette nouvelle structure au ministère de la Culture est donc chargée d'instruire les dossiers et plus largement de coordonner cette politique publique, de piloter ce qu'on appelle une politique publique vraiment de recherche et de restitution et plus largement de mémoire aussi et de réparation dans le dialogue, dans l'écoute, j'espère aussi dans la confiance, avec des désaccords peut-être aussi à l'avenir, évidemment, mais voilà, je vous parlais d'un manque de confiance qui était encore une fois juste ou justifié ou injustifié. On espère la rétablir quand elle pouvait manquer. Juste un point sur le fait que les champs sont un peu différents. Je vous ai dit 1933 à 1945, c'est notre petit écart avec la CIVS. Peut-être qu'il faudra y remédier un jour. La CIVS est compétente pour la période de l'occupation, donc à partir de juin 40. Et nous nous intéressons à la période qui précède parce que, évidemment, dans les musées, dans les bibliothèques, nous pouvons avoir des œuvres qui ont été spoliées en Allemagne, en Autriche, à partir de 1933 ou de 1938, et qui se sont retrouvées
pendant la guerre ou après la guerre dans nos musées. Et donc, il nous semblait important de pouvoir nous y intéresser. Mais ces dossiers, évidemment, n'entrent pas dans le champ de compétences de la CIVS. C'est la petite limite de notre belle unité d'aujourd'hui. Et donc, je voudrais juste insister pour quasiment terminer sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une politique publique, non pas de patrimoniale, cela a été dit à plusieurs reprises, une politique publique de réparation, de mémoire. Et le fait que nous travaillons ensemble avec la commission qui est, on l'a dit toute la journée, l'émanation de la mission Matteoli, et juste avant du discours du président Chirac, montre bien que nous nous inscrivons dans cette politique-là. Nous sommes les deux maillons, CIVS et mission, de cette politique, et cela a été réaffirmé avec force par le gouvernement. Alors, pour terminer, quelles sont nos priorités et les questions qui se posent à nous? Nous devons continuer de répondre aux requêtes des familles. Il y en a quelques-unes dans la salle. Nous devons continuer le passage en revue des MNR pour les répartir entre MNR spoliés et MNR non spoliés et évidemment trouver les propriétaires et les ayants droit des MNR spoliés. Et nous devons commencer, cela a commencé tout récemment, la recherche sur les collections permanentes. Cela a été dit, donc examiner parmi les œuvres acquises depuis 1933, celles qui ont une provenance douteuse d'abord, et ensuite, avec les musées, nous ne pourrons pas faire ça tout seuls, engager les recherches sur celles qui ont une provenance douteuse. Évidemment, après, question qui se pose, c'est trouver la solution juridique, la de-accessioning law évoquée ce matin, pour faire sortir les œuvres des collections publiques. Nous voulons aussi nous intéresser aux questions de présentation de cette histoire, de ces œuvres au public dans les musées, ce qu'on appelle la médiation aussi aujourd'hui dans les musées. Et nous nous intéressons avec les différentes institutions concernées, avec l'université, j'espère, avec l'INP, l'Institut du patrimoine pour le moment, l'école du Louvre aussi, je l'espère, aux questions de formation des professionnels, des étudiants. Il y a une nouvelle discipline, comme le disait aussi M. Eisenstadt ce matin, la recherche de provenance. Il y a beaucoup de chercheurs ici. Et pour terminer sur la recherche, nous devons être des membres actifs d'un réseau, on a parlé du réseau des comités, des commissions, mais d'un réseau de chercheurs, d'un réseau international par définition de chercheurs de provenance. Nous espérons aussi pouvoir en faire travailler certains. Je crois que tous les candidats sont dans la salle ou presque. On se connaît et c'est comme ça que nous espérons avancer le plus rapidement possible, sachant que la tâche est longue et assez rude. Merci.